Eric chante une chanson pour Yehimi, et l'émotion est palpable entre eux. Mais Yehimi revient sur une discussion précédente, elle a réfléchi à l'idée qu'ils viennent vivre avec elle, et bien qu'elle en ait très envie, elle craint de faire souffrir sa mère. Elle ne veut pas que l'une pense qu'elle choisit l'autre. Eric la rassure avec douceur, reconnaissant que ce n'était pas juste de lui imposer ce choix. Il lui affirme qu'ils sont déjà ensemble, qu'ils partagent leur passion et leur amour à travers la musique. Touchés, ils se mettent à chanter ensemble et commencent à écrire une nouvelle chanson à deux. De son côté, Irma tente d'appeler son père, qui est toujours en train de boire, mais il ne décroche pas. Un peu plus tard, Jack présente Rosalia à Juancho et Yehimi. Rosalia est une amie proche de Jack, mais aussi une collaboratrice reconnue dans le milieu musical, ayant travaillé avec des artistes des Caraïbes et des États-Unis. Elle montre beaucoup d'enthousiasme en découvrant les projets de Surround. Elle dit apprécier leur approche novatrice et se réjouit de voir un label local viser l'international. Juancho, en tant que directeur du label, et Yehimi, en tant qu'associé, sont ravis de cette rencontre prometteuse. Yehimi s'éclipse ensuite pour aller voir Maura, que les autorités ont transféré et autorisent à recevoir des visites jusqu'à 18 h. De son côté, Juancho aide Catalina à se déplacer chez elle. Elle est frustrée de rester alitée, mais Juancho l'encourage à voir ça comme une phase temporaire. Il lui rappelle qu'il est là pour elle, par amour, et pour le bébé. Catalina, touchée, propose qu'il reste vivre avec elle pour ne rien manquer de sa grossesse. Juancho accepte avec bienveillance. Catalina lui parle aussi de sa mère, qui voulait s'occuper d'elle, mais elle préfère que Juancho le fasse. Il l'encourage à dire à sa mère qu'elle est la bienvenue, qu'il n'a rien contre elle. Elle lui avoue que sa gentillesse lui rappelle pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Juancho part ensuite lui chercher la soupe recommandée par le médecin. Pendant ce temps, Yehimi rencontre l'inspecteur et lui demande de l'aider à parler à Giovanni Maura. L'inspecteur reste prudent, rappelant que Maura, bien que détenu, n'a encore rien révélé et qu'il est bien conseillé, notamment par le même avocat que Charlie, ce qui semble suspect. Yehimi va alors confronter Maura. Elle se montre directe et tente de le convaincre de parler en l'avertissant, elle travaille avec la DEA, Charlie est sous enquête, et s'il ne coopère pas, il pourrait perdre toute chance d'obtenir une réduction de peine. Maura reste sur la défensive. Il prétend ne rien savoir et nie toute implication dans ce qui est arrivé à Reima. Yehimi l'accuse alors d'avoir participé au piège qui lui a été tendu. Maura garde sa position, affirmant qu'il a déjà dit tout ce qu'il avait à dire à la police. La discussion se termine dans l'impasse. Yehimi contacte l'inspecteur pour l'informer que Giovanni Maura ne veut toujours pas coopérer. Elle explique que, malgré la pression exercée par la famille de Maura, il ne lâche rien. L'inspecteur lui répond qu'ils ont déjà tenté cette approche sans succès. Yehimi propose alors de parler à l'épouse de Maura, pensant qu'elle pourrait avoir plus d'influence sur lui. Pendant ce temps, Maura parle à son avocate. Il lui raconte que Yehimi lui a rendu visite. L'avocate lui demande pourquoi elle serait venue, et Maura répond que Yehimi affirme vouloir défendre la mémoire de Remar. L'avocate met en garde Maura, lui disant de ne pas se laisser manipuler par Yehimi, qu'elle considère comme une manipulatrice et une espionne. Elle tente de rassurer Maura, lui promettant que tout ira bien et que sa famille est protégée. Elle insiste pour qu'il tienne sa version, car la situation est grave. L'épouse de Maura intervient alors et défend son mari. Elle explique qu'il a un bon avocat payé par Charlie Flo, ce qu'elle trouve tout à fait normal, pensant que c'est un geste généreux. Elle doute de cette générosité et affirme que Charlie ne pense qu'à lui-même. Elle soupçonne que cette aide financière cache des motivations plus sombres. Elle insiste sur le fait que Charlie est le vrai responsable de la fraude, et que Maura ne devrait pas être le seul à porter le chapeau. L'époux, agacé, Kat cherche seulement à dénigrer son mari. De son côté, Vanessa parle à Charlie. Elle lui demande s'il accepterait de rencontrer Pete, ce à quoi Charlie répond avec enthousiasme. Il promet qu'ils organiseront une sortie tous les trois. Alors qu'ils discutent, l'avocate de Charlie arrive et l'informe que Yehimi est allé voir Maura pour le faire parler. Elle l'avertit, si Maura parle, Charlie risque de gros ennuis. Pour le moment, Maura reste silencieux grâce à l'argent donné à sa famille, mais cela pourrait ne pas durer. L'avocate suggère de continuer à payer Maura pour le garder sous contrôle. Charlie, à court d'argent liquide, propose de vendre son appartement en centre-ville. Elle se montre intéressée et lui propose de réduire ses honoraires en échange. Elle l'encourage à contacter un agent immobilier, et ils conviennent de se tenir informés.
Vanessa retrouve Pete dans un moment de grande détresse émotionnelle. Elle lui confie à quel point elle est fatiguée des mensonges répétés de son père. Elle explique que Charlie lui avait promis de se débarrasser de son ombre, probablement une personne ou une affaire douteuse, mais qu'il a une fois de plus rompu sa promesse. Pete l'encourage à aller le confronter, mais Vanessa n'y croit plus. Elle se sent trahie et ne voit pas l'intérêt de continuer à parler avec un homme qui ne cesse de lui mentir. Pete essaie de la consoler en lui montrant son affection. Dans une autre scène, l'épouse de Maura va le voir en prison. Ils pleurent tous les deux. Elle lui reproche de lui avoir menti sur son implication dans les affaires frauduleuses. Maura tente de se défendre, affirmant qu'il ne savait pas tout et que les fausses factures n'étaient pas son idée, mais bien celle de Charlie. Elle lui demande pourquoi il garde le silence, surtout maintenant que Charlie paye sa défense et subvient aux besoins de leur famille. Maura explique qu'il se tait parce qu'il n'a pas de preuves concrètes contre Charlie, et que même s'il parlait, il resterait impliqué. Sa femme insiste sur l'injustice de la situation et refuse qu'il porte seul le poids des crimes. Maura, émue par ces paroles et préoccupée pour leur fils, finit par céder et promet de tout révéler à la justice. De son côté, Charlie discute avec Marlène, à qui il doit de l'argent. Elle lui rappelle leur accord, le menaçant de tout révéler s'il ne paye pas la somme convenue. Charlie admet qu'il n'a que la moitié pour l'instant, mais promet de lui donner le reste dans 2 jours. Marlène accepte à contre-cœur. Charlie, après cet échange tendu, prend son arme et l'argent. Marlène est dans un lieu d'attente avec un autre homme. Elle doute fortement que Charlie tienne parole et vienne la rejoindre. Elle exprime sa colère, le traitant de tous les noms, persuadée qu'il l'a manipulé. L'homme qui l'accompagne veut partir, mais Marlène refuse, elle a besoin de cet argent. L'homme s'impatient, affirme qu'il a un autre rendez-vous, puis la quitte en répétant qu'à son avis, Charlie ne viendra jamais. Vanessa arrive chez Charlie accompagnée de Pete, espérant lui présenter son petit ami. Mais en arrivant, elle découvre que son père est introuvable. L'arme qu'il gardait précieusement n'est plus là non plus. Pete tente de la rassurer, pensant que Charlie a peut-être pris la décision de se débarrasser de cette arme. Pendant ce temps, Charlie rejoint Marlène dans un endroit discret. Il transporte avec lui un sac contenant de l'argent et l'arme. Marlène ironise sur l'ambiance peu romantique de leur rencontre. Charlie lui tend l'argent comme convenu. Marlène vérifie le contenu du sac. Elle remarque qu'il manque la moitié de la somme prévue. Charlie lui rappelle qu'il l'avait prévenu à ce sujet. Marlène refuse toutefois de lui remettre l'enregistrement compromettant tant qu'elle n'aura pas reçu la totalité de l'argent. Elle le garde avec elle en guise de garantie. Charlie insiste, mais Marlène reste inflexible. Elle le menace même, s'il ne paye pas dans les 2 jours, elle augmentera la pression à chaque heure de retard. Devant sa résistance, Charlie sort brutalement son arme et lui tire une balle dans la tête. Marlène meurt sur le coup. Sans hésitation, il récupère l'argent, le téléphone contenant l'enregistrement, puis enveloppe le corps dans un drap et le place dans sa voiture. Yemi et Eric travaillent ensemble sur une chanson. Yemi est très enthousiaste et loue le talent d'Eric, soulignant sa capacité à s'approprier les paroles avec une grande sensibilité. Eric, de son côté, refuse de modifier quoi que ce soit au morceau, qu'il considère comme un vrai bijou. Yemi exprime alors toute sa fierté envers lui, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant qu'homme. Elle affirme vouloir rester à ses côtés pour toujours. Peu après, Eric reçoit un appel de bouleversée. Elle lui annonce qu'elle quitte définitivement la maison. Elle vient d'avoir une violente dispute avec son père, après avoir tenté de le confronter sur ses responsabilités. Ce dernier a réagi de manière agressive, ce qui a poussé Maria à tout abandonner. Eric tente de la calmer et lui propose de la retrouver à la maison pour trouver ensemble une solution. Elle est touchée par son soutien. Dans la suite de la conversation, Yemi demande à Eric comment va Irma. Il répond que ce n'est pas Irma le souci, mais son père, qu'il qualifie de monstre. Il révèle que c'est lui qui a renversé Catalina avec sa voiture avant de fuir. Eric a tenté de convaincre Irma pour que son père se livre à la police, mais celui-ci refuse toujours d'assumer ses actes. Yemi lui offre son soutien et lui demande de l'appeler s'il a besoin de quoi que ce soit. Pendant ce temps, Juancho parle à Catalina. Il lui annonce qu'il a découvert l'identité de la personne qui l'a renversé, le père de la petite amie d'Eric. Il dit avoir parlé avec cette dernière pour qu'elle pousse son père à se rendre. Catalina est sceptique, mais Juancho tente de la rassurer en disant que tout est sous contrôle. Il promet de gérer la situation, et Catalina, encore bouleversée, lui demande de rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. De son côté, Charlie,
après avoir tué Marlène, se débarrasse de son corps en le jetant dans une rivière. Il rentre ensuite chez lui, rongé par la culpabilité, et commence à boire de l'alcool, profondément troublé. Vanessa le trouve dans cet état et tente de lui parler, mais Charlie lui répond qu'il pense à Remar, puis lui demande sèchement de le laisser seul.